Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu d'aléatoire, de comment utiliser l'aléatoire dans vos parties. C'est un truc qui se fait déjà dans la plupart des jeux de rôle, puisqu'on jette des dés pour savoir si on va réussir à faire X ou Y. Mais il est vrai que dans pas mal de jeux plus modernes, on a un peu abandonné certaines parts de l'aléatoire, on va dire les tables aléatoires, par exemple, pour savoir comment se comportent les gens qu'on rencontre, les tables aléatoires pour savoir les monstres qu'on rencontre. Donc, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas forcément une habitude, un truc très utilisé. Il y a beaucoup de gens qui se méfient des tables aléatoires, qui trouvent qu'elles apportent pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il y a des trucs très très intéressants à faire avec les tables aléatoires. D'ailleurs, dans les prochaines campagnes que j'ai envie de faire sur Shadow Dark, j'ai envie d'utiliser plus d'aléatoires que dans ma campagne actuelle. Donc, sans vous faire un cours de mathématiques ni prétendre balayer toutes les possibilités, je vais essayer de la manière la plus exhaustive possible en essayant de rester concis quand même. Donc voilà, on a un enjeu ici, concis, exhaustif. Est-ce qu'on va y arriver? Je vais essayer de vous parler de tables aléatoires, de différentes manières de les utiliser, tout ça. Donc, on est parti immédiatement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... attendez. On va parler de différents thèmes et aussi de différentes manières un petit peu de paramétrer notre aléatoire pour voir différentes utilisations qu'on peut en faire. Alors, je vais essayer de cadrer ça un peu mieux, excusez-moi, hein. Voilà, là, ça me semble pas trop mal. D'abord, on va parler finalement, dans ces tables aléatoires, qu'est-ce qu'on retrouve souvent déjà? En fait, c'est le quoi. Hop, on va réduire un petit peu l'épaisseur du crayon quand même. Donc souvent quand on pense table aléatoire, et ce qui nous fait dire que c'est pas ouf, je trouve, c'est qu'on a les exemples juste de table aléatoire qui consistent à faire des rencontres de monstres aléatoires, c'est-à-dire on tire des dés pour voir si nos PJ sur la route ils rencontrent des monstres, et puis ça nous dit le monstre qu'ils rencontrent et ils doivent le combattre, et basta. C'est un peu Pokémon, quoi. C'est vous marchez dans les hautes herbes et boum, attaque éclair. Et c'est pas hyper fun, enfin c'est pas nul en soi. Mais c'est juste que si on en reste là, effectivement, on va vite s'enlacer, on balaye très peu de possibilités. Un autre truc auquel on peut penser pour les tables aléatoires, c'est la création de personnages. Donc là, encore une fois, là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Pour la création de PJ, il y a des gens qui veulent vraiment personnaliser leur personnage, d'autres jeux qui proposent de créer le personnage de manière aléatoire. Ça va pas tellement être notre sujet, mais ça méritait d'être abordé, parce que ça aussi, ça crée un truc, je trouve, c'est que déjà, on gagne beaucoup de temps dans la création de personnages. Ça peut permettre de jouer des personnages auxquels on s'attendait pas. Ça peut aussi nous forcer à construire notre personnage avec des contraintes qu'on n'aurait pas eu d'habitude. C'est-à-dire que toute la création du personnage n'a pas besoin d'être aléatoire. Mais si par exemple je tire mes caractéristiques de manière aléatoire au départ et que je vois par exemple que j'ai, je sais pas, beaucoup d'intelligence, bon bah qu'est-ce que je vais faire de cette intelligence? Quelles options je vais choisir pour optimiser le fait que j'ai tiré de l'intelligence? Donc un mélange d'aléatoire et de pas aléatoire dans la création de personnages, ça peut être intéressant, créer des personnages différents et parfois créer un jeu un peu plus difficile, un peu plus déséquilibré. Et même si je sais que, en particulier à l'heure du jeu vidéo, l'équilibrage, et en particulier des jeux compétitifs, l'équilibrage, c'est un truc qui tient à cœur à beaucoup de monde. C'est pas la seule manière de s'amuser. Loin de là, moi, personnellement, je préfère des jeux qui ont une sorte de déséquilibre, qui vont justement les rendre intéressants. Mais ça va pas vraiment être notre sujet. Nous, on va se concentrer plus sur nos tables aléatoires, on va dire, en tant que MJ, pour animer la partie, plus que la création de personnages. Donc, au-delà des monstres, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a souvent des gens qui vont avoir des tables de noms, par exemple, des noms pour tirer des noms à la volée. Pour des PNJ, pour improviser des PNJ. Voilà. Je dirais que ces deux trucs-là, c'est les trucs qu'on retrouve le plus souvent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On peut rajouter à ça un truc qui est déjà un petit peu moins répandu, mais qui reste quand même assez répandu, c'est les tables aléatoires de loot. Ça, c'est assez cool, parce que déjà, ça vous fait gagner du temps en tant que MJ, hein, de pas devoir réfléchir à chaque fois à quel objet précisément va être dans la pièce. Et quand vos PJ, ils ouvrent les tiroirs d'une maison que vous n'aviez pas prévu, pas vous retrouver... dos au mur à dire ah, tu trouves alors il y a un rond de serviette, 3 pièces d'or, une photo de famille déchirée. Enfin voilà, des fois c'est un peu difficile d'improviser le loot rapidement. Donc des tables aléatoires de loot, d'équipement, ça peut être cool pour déjà remplir des vides dans votre monde quand les PJ fouillent des endroits, ajouter du détail, et aussi pour même les récompenses les plus importantes finalement quand on va looter un gros trésor, etc. Pour créer ce moment d'excitation, au même titre que quand on jette un jet de dés, on voit si on va faire un échec critique ou une réussite critique, et on est là, on fait ah je sais pas. Et ben là on va avoir la même chose pour l'équipement, et ça crée un moment de jeu intéressant. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, au-delà de l'aspect purement utilitaire.
d'improviser, d'aider l'improvisation, les tables aléatoires, de remplir des trous dans le monde. Ça amène aussi une excitation dans le jeu qui est partagée par le MJ et la table. Ça crée des moments comme ça. Et ça amène aussi une sorte de neutralité à certaines situations qui peut être intéressante. Et je dis pas que tout devrait être aléatoire. Vous voyez, vous pouvez en tant que MJ prendre les rênes parfois, vraiment diriger la partie, décider là, à ce moment-là, il se passera ça, il se passera ci, il se passera truc. Mais y ajouter un mélange d'aléatoires, honnêtement, c'est très satisfaisant. Ça crée des moments d'intense frustration, d'émotions très différentes parce qu'on sait que c'est pas le MJ qui a décidé le truc et on est tous suspendus au jet de dés. Donc il y a tout cet aspect-là à prendre en compte. Donc pour le loot, ça marche très bien. Ensuite, un autre truc qu'on peut avoir en tant que table aléatoire, qu'on retrouve souvent, ça va être la météo. La météo, il y a des jeux où on vous dit tirez les dés pour savoir quel temps il fait dans cette zone et quelles contraintes ça peut amener. C'est assez intéressant aussi la météo parce que souvent c'est un aspect qu'on a tendance à oublier, à décrire. C'est pas forcément le premier truc auquel on pense. Donc le simple fait de l'intégrer comme une sorte de petite mécanique de tirer la météo le matin, ça vous permet d'y penser à chaque fois, ça peut devenir une sorte d'habitude en fait. Si vous avez une sorte de petit procédé de jet de dés à faire et potentiellement ça peut nous aider aussi à nous rappeler de l'impact qu'elle peut avoir. Peut-être que des fois on oublie qu'en se battant sous la pluie nos flèches elles touchent pas, vous voyez cette fameuse table de difficulté pour les attaques à distance que vous regardez une fois, la première fois où vous lisez le livre, ensuite vous en servez plus la majorité du temps. Le fait d'intégrer, d'avoir plusieurs itérations, apparition de la météo, genre vous réfléchissez en amont à l'ambiance de votre partie, vous dites ça va être sous une pluie battante, cette campagne ça va se passer en automne, vous voyez, vous y pensez au début de la campagne et puis petit à petit vous allez peut-être l'oublier. Donc en mettant cette mécanique de météo, ça peut vous le rappeler, ça va faire que plus souvent ça va apparaître devant vos yeux pendant la partie en tant que MJ alors que vous aurez à arbitrer, improviser et tout. Il y a plus de chances que vous y pensiez. Voilà, ça je dirais que c'est un peu les trucs qu'on connaît le plus, qu'on retrouve le plus. Et derrière, il y en a 3 que je trouve très intéressantes. C'est la distance. Alors la distance, c'est pas la plus intéressante, mais c'est quand même pas mal parce que si vous combinez la distance avec les monstres, par exemple, ça fait que vous tombez pas nez à nez avec le monstre qui sort des hautes herbes. Ça fait que vous pouvez le voir de loin, ou alors il vous tombe dessus, ou alors vous le voyez, il est tout près de vous, il vous a pas vu. Enfin, vous pouvez un peu paramétrer comment va démarrer une rencontre, également avec un jet de réaction pour voir quelle est la réaction première du monstre que vous rencontrez. C'est assez intéressant, ça permet de changer un petit peu on tombe sur un monstre agressif qui nous attaque. Là, ça va apporter de la variété aux scènes. Si vous dans beaucoup de parties, et ce qui rend d'ailleurs, justement, qui donne mauvaise réputation à cette table aléatoire des monstres, c'est que souvent on se dit, voilà, en fait, on jette juste, c'est quoi le truc sur lequel on va taper. Alors que si on a un jet de réaction, ou que le contexte, en fait, de la rencontre est généré aléatoirement ou pensé différemment, ça va nous donner plus d'opportunités d'approcher différemment. Si le monstre semble amical, on peut peut-être se le mettre dans la poche, ou passer tout simplement. S'il est juste suspicieux, on va peut-être pouvoir faire nos preuves pour le convaincre qu'on lui veut pas de mal, etc. On va peut-être pouvoir lui mentir, etc. Le fait de savoir les dispositions de ce qu'on rencontre au moment où on le rencontre, ça peut apporter une variété à laquelle on n'aurait pas forcément pensé en improvisant comme ça en quelques secondes. Le fait de s'arrêter et de tirer sur une table aléatoire, ça crée l'opportunité en fait. Ensuite, il peut y avoir l'activité qui est en train de faire le monstre qu'on rencontre. Est-ce qu'il est en train de manger, dormir, construire sa maison, discuter? Est-ce qu'il nous tend une embuscade? Est-ce qu'il est en train de se battre avec quelqu'un d'autre? Et dans ce cas-là, on peut lancer 2 jets de dés sur la table des monstres. Par exemple, vous tirez des gobelins, vous tirez l'activité, ils sont en train de se battre avec un truc, vous retirez sur la table des monstres, vous arrivez sur des harpies, et voilà, ça crée un truc genre tout de suite, ça change la dimension du truc, parce qu'il y a 2 factions qui sont en train de s'affronter, à laquelle on s'allie. Est-ce qu'on attend de voir qui gagne? Est-ce qu'on profite du fait qu'ils sont en train de se battre pour simplement les contourner? Ça peut créer des opportunités. Et l'avantage, c'est que grâce aux tables aléatoires aussi, j'en profite, vous allez pouvoir multiplier en fait ces rencontres potentiellement. C'est-à-dire que si vous préparez chacune des rencontres, vous en choisissez un petit peu tous les paramètres à l'avance, et vous allez un peu avoir cette tentation de faire en sorte que les PJ soient obligés d'interagir avec la rencontre. Là où si vous avez des rencontres pas obligatoires mais paramétrées et des rencontres aléatoires, ça va permettre d'avoir un petit peu des scènes assez différentes en fait. Vous pouvez tout à fait dire que sur le chemin, il y a une embuscade avec un PNJ important auquel vous avez pensé, etc. Et vous avez vraiment envie que cette scène joue parce que vous avez envie que ça pose un enjeu, etc. Donc ça, vous le mettez pas à l'aléatoire. Mais
ce que ça va faire, c'est que si les PJ ignorent complètement le truc, vous allez essayer de les ramener, etc. Parce que c'est un peu important pour votre narration potentiellement. Peut-être que vous avez une intention sur une histoire particulière, et donc vous avez créé cette rencontre-là. Mais si c'est que des rencontres comme ça, des fois ça peut sembler un peu lourd, parce qu'on a un peu l'impression, en particulier quand on est dans des séquences de voyage, en fait, de juste enchaîner des scènes dans lesquelles voilà, on doit un peu attendre que le MJ pardon, nous expose pourquoi cette rencontre existe dans le monde, parce que ça a du sens pour l'histoire. Ensuite, on peut un peu baragouiner. Et ensuite, on passe à la suivante, etc. Il y a un côté un petit peu, parfois, si on s'en contente, je trouve que des fois, ça manque un peu de piment, un peu de sel, un peu de chaos, chaos qui est inhérent à la réalité, et en particulier, si vous êtes dans des trucs où on se promène dans des terres sauvages, etc., et où, en fait, il peut se passer plein de choses, quoi. Donc, faire des rencontres aléatoires en plus de trucs scriptés et balancer entre les deux, c'est vraiment un très bon mélange. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, ces trois trucs-là, genre distance, réaction, activité, ils sont assez classiques dans tout ce qui est jeu old school. Par exemple, si vous jouez à Shadow Dark, il y a des petites tables pour ça. Alors, elles sont pas forcément méga fournies, il n'y a pas d'immenses possibilités, mais vous pouvez créer les vôtres. Vous pouvez en trouver d'autres sur Internet. Vous tapez table de rencontre loot, table de rencontre non, table aléatoire, distance de rencontre, etc. Vous allez trouver des trucs. Je vais pas vous mettre des références dans cette vidéo d'ailleurs, parce que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo à la limite. Je vais pas vous mettre des références de bouquins et tout. Là, je vous donne les concepts, et en fait, en faisant vos recherches sur Internet et en jonglant un peu avec des termes en anglais, si vous maîtrisez l'anglais, vous allez trouver tout ce dont on parle là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans l'aléatoire, alors ça, c'est une plus petite composante, mais il y a le nombre. Alors souvent, quand vous avez des tables aléatoires de monstres, on vous dit il y a 1 des 6 gobelins, il y a 2 des 6 gobelins, il y a 3 des 6 gobelins, je sais pas quoi. C'est une autre composante qui peut être assez intéressante parce que ça change le contexte aussi. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a des gobelins dans votre région, vous pouvez décider à l'avance qu'il y aura une rencontre avec des gobelins sans tirer aléatoirement le type de monstre qu'on va rencontrer. Vous pouvez jongler, vous voyez, vous pouvez paramétrer différemment, dire les gobelins, c'est sûr, je tire pas sur les monstres. Par contre, je vais tirer le nombre de gobelins qu'on va rencontrer et l'activité en cours de ces gobelins. Et ça va permettre à vos PJ de tomber dans des contextes très différents. Parce que si on tombe sur toute la tribu des gobelins qui est en train de se préparer son repas, c'est pas la même chose que de rencontrer un gobelin qui est parti pisser, vous voyez. Ça crée vraiment des scènes qui n'auraient peut-être pas vu le jour autrement. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des tables aléatoires plus globalement de rencontres. C'est-à-dire que là, on parle de monstres, mais vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin que ce soit des monstres. Ça peut être des PNJ, ça peut être des marchands, ça peut être n'importe quoi. Donc vous pouvez avoir par exemple une table aléatoire de rencontres avec vous avez préparé, je sais pas, une rencontre plutôt amicale, sympathique, qui sera à l'avantage des PJ. Genre ils rencontrent un marchand qui fait des bons prix et qui a un objet magique, je sais pas quoi, assez rare, et ils peuvent essayer de bidouiller avec. Ils peuvent, je sais pas, tomber sur une ruine. Ils peuvent tomber sur des monstres. En fait, vous pouvez aussi votre typologie, créer des tables en fait qui en contiennent d'autres. C'est-à-dire que vous avez créé en amont une rencontre avec des monstres, créé en amont un donjon, créé en amont un marchand, et en fait vous voulez juste pas savoir exactement dans quel ordre on va les rencontrer, ces trucs. Et du coup, vous faites une table pour savoir l'ordre dans lequel on va les rencontrer, en ayant préparé toute la nature de ce que ça va être. Donc la rencontre au sens large, une table de rencontre au sens large, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir aussi des tables aléatoires de rumeurs dans les villes. C'est-à-dire que vous avez plein d'informations flottantes dans votre univers, et au lieu de les distribuer dans un ordre précis, vous récompensez simplement le fait que les PJ parlent avec des PNJ un peu de manière hasardeuse, se promènent dans la ville, etc., s'intéressent au monde pour leur lancer aléatoirement de l'info, en fait. Ça peut être aussi une approche. Ensuite, ça peut être une table aléatoire sur un aspect plus mécanique, vous voyez. Genre un type de problème. C'est-à-dire que si vous êtes fort en improvisation, par exemple, vous pouvez ne pas avoir prévu vraiment des rencontres à proprement parler, mais vous dire, voilà, j'ai une table, je sais pas, avec un des six entrées, et c'est pour, on va prendre Donjon Dragon, chacune des caracs, genre. Je peux tirer force, dex, intelligence, vous voyez. Je dis un truc un peu au pif. Et en fait, quand je tire une table aléatoire quand je tire sur cette table aléatoire, ça me dit, voilà, là, il va y avoir un challenge sur la route qui va, a priori, plutôt demander de la force. Genre, je sais pas, il y a un éboulement sur la route. Il va falloir le dégager. L'enjeu de la scène n'est pas de savoir si les PJ réellement vont y arriver ou non. En général, ça va plutôt être le temps que ça va leur prendre. Peut-être ça va leur faire perdre du temps. Et comme ils perdent du temps, vous tirez sur d'autres tables pour voir s'il y a un truc qui leur tombe sur le coin de la gueule pendant qu'ils perdent du temps à dégager la route. Bref, il y a un éboulement sur la route.
vous avez tiré force, vous dites que c'est un éboulement sur la route. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement demander un jet de force, vous voyez, au groupe. Ça peut être le cas si vous voulez rendre assez ça mécanique, rapide, que c'est juste une sorte de petite mécanique d'attrition qui apporte un tout petit moment narratif. Mais vous pouvez aussi le voir vraiment comme un challenge. Et dans ce cas-là, vos PJ vont pas forcément utiliser la force. Peut-être qu'ils vont penser à une autre manière de gérer le truc en faisant un effet de levier. Je sais pas, il y a peut-être un ingénieur dans le groupe, j'en sais rien, qui va avoir une idée brillante. Et peut-être que vous ferez même pas de jet de dés. Mais au moins, ça vous permet de manière aléatoire, vous dire ah là je devrais challenger cette caractéristique-là. Pour qu'un PJ qui a sûrement une bonne caractéristique de ce type, dont l'archétype répond à ce genre de problème, puisse essayer de faire quelque chose de cette scène. Sans lui forcer la main et lui dire ah, il y a un éboulement sur la route, PJ2, fais-moi un jet de force. Enfin, là, on se fait chier. Bref, vous pouvez également, pour compléter un petit peu tout ça, avoir juste des tables aléatoires de thèmes. C'est-à-dire, genre, je sais pas moi, amour, surprise. Vous voyez, comme un peu des oracles, en fait, qu'on utilise souvent dans le jeu de rôle solo, où en fait, votre table aléatoire, elle contient plutôt des mots que vous allez combiner pour trouver des idées. Ça peut être une manière de faire aussi. Typiquement, si je tire un problème de force et que je suis pas hyper inspiré sur le moment, je peux tirer un mot ici. Et admettons, je tire, je sais pas, je vais prendre un mot pif que j'ai sur une table aléatoire à côté de moi. Bain. Bon, ok, j'ai tiré bain. Qu'est-ce que ça peut faire, bain et force? Bah, par exemple, il pourrait y avoir une sorte d'inondation qui fait que les chevaux des PJ sont les pieds dans la boue, arrivent plus à avancer, ils ont peur, et il va falloir trouver un moyen de les faire avancer dans cette boue, peut-être en tirant sur les rênes de toutes les forces pour les aider à avancer, je sais pas. Vous voyez, il y a avoir des petits mots des mots évocateurs, ça peut être sympa. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre dans nos tables. Maintenant, il y a un deuxième truc, c'est la pondération, c'est-à-dire comment vous construisez la table en fait. Donc là, moi, je suis pas un mathématicien, hein, mais j'ai quelques trucs à vous proposer que je connais d'autres jeux tout simplement. Donc par exemple, vous pourriez faire une table avec un D6. Donc quand vous faites une table avec un D6 avec 6 entrées, il y a A, B, C, D, E, F. Bon bah, il y a autant de chances que ce soit A qui arrive que B, que C, que D, que E, que F. Parce qu'on a mis un truc sur chacun des résultats de notre D6. Donc ça, on va dire que c'est une table qui est focus. Elle est très focus parce qu'il n'y a que 6 entrées. Donc ça vous permet, par exemple, si vous créez vos tables maison, je vous recommande de créer plutôt, par exemple, des tables aléatoires sur un D6. Comme ça, vous, en amont de la partie, vous créez 6 entrées, par exemple 6 monstres différents, ou bien 6 rencontres différentes potentielles, ou bien 6 objets qui peuvent être trouvés lors de votre partie de ce soir. Donc vous pouvez vraiment vous focus sur 6 trucs. Par contre, c'est random plus. C'est-à-dire que là, il y a autant de chances d'obtenir n'importe lequel de ces résultats. Si maintenant vous faites, je sais pas, une table avec un dé 100 et que c'est pareil, il y a 100 résultats possibles. Donc je vais pas vous les faire tous là. Donc on a là un truc qui est focus moins parce qu'il y a 100 possibilités différentes. Donc là ça peut amener complètement de la folie en fait dans votre partie. Et c'est random plus aussi. On sait absolument pas ce sur quoi on va tomber. Donc c'est pas la même intention quand on utilise une table aléatoire avec 100 résultats possibles. Ensuite, vous pouvez venir pondérer en mettant plusieurs jets de dés. Si vous mettiez par exemple 2d6, vous savez que vous allez faire environ des résultats entre 6 et 8, et d'ailleurs plutôt 7-8 quoi. Et plus vous augmentez votre nombre de jets de dés, plus vous avez de chances de faire un résultat moyen. Bon là, j'ai pas les chiffres en tête, donc je vais rester sur le grand classique, le 2d6, qui est quand même assez connu. Donc le 2d6, sur les résultats du milieu, 7-8 sont les plus courants. Donc par exemple, vous pourriez vous faire, si vous voulez, un truc hyper focus et avec moins d'aléatoire, mais quand même une part d'aléatoire, vous pouvez vous faire une table où par exemple 1, 2, 3, c'est une option A, donc c'est relativement rare que ça arrive. 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est l'option B, c'est celle que vous avez le plus envie de voir potentiellement sortir. On va dire que c'est une option un peu moyenne. Et c'est 10, 11, 12. Ou alors vous faites 1, 2, 3 A, 4, 5, 6, 7, 8 C, 7, 8, 9 C, et 10, 11, 12 D. Vous voyez, en fait, vous pouvez... la courbe de probabilité de 2D6, elle est à peu près comme ça. Donc plus vous mettez de nombreux résultats au milieu qui permettent d'obtenir une option, plus elle est probable, et plus vous allez sur les résultats extérieurs, moins c'est probable. Donc vous pouvez comme ça créer des tranches, etc. Ça vous permet d'avoir un peu plus de prévisibilité. Donc si honnêtement dans votre tête vous dites bon, moi en fait j'ai juste envie qu'il arrive l'option B,
ne faites pas ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que en mettant des options plus rares sur A et C, vous pouvez mettre des trucs vraiment qui vont être des game changers. C'est-à-dire que quand vos PJ ils sortent de la ville, bon, a priori, ils vont peut-être rencontrer des bandits, ou alors il va rien se passer. Vous pouvez dire que B, c'est il ne se passe rien, et on arrive dans la zone suivante. Si vous n'avez pas envie de concentrer votre jeu sur l'exploration et tout, vous pouvez très bien dire l'option B, c'est il se passe rien, il n'y a pas de danger supplémentaire, il n'y a pas de complications supplémentaires. Tandis que A et C, c'est il se passe un truc. A, c'est les bandits, donc c'est pas une rencontre incroyable, mais il y a quand même des bandits qui nous tombent dessus, et pourquoi pas, parce que ça pourrait nous arriver. Et C, c'est le marchand. Vous n'êtes pas obligé de dire que aux extrémités de votre truc, c'est forcément un dragon ou un machin, parce que vous jouez pas dans un monde de high fantasy où il y a des dangers à tous les coins de rue, des terres sauvages, plein d'émerveillements et de trucs de fous qui peuvent se passer. Vous pouvez faire un truc un peu plus low fantasy où bon bah des fois le voyage il se passe juste bien, et d'ailleurs la plupart du temps bah, là ça va. Donc on va dire que B c'est il se passe rien, et faire les petites rencontres qui peuvent ajouter de la profondeur, de l'imprédictibilité et surtout une sorte de forme d'immersion réaliste sur des résultats plus rares, mais ça peut arriver quand même. Ou alors, à l'inverse, B, c'est genre votre rencontre classique, c'est genre on traverse une région où il y a des gobelins, mais il y a aussi un dragon et il y a aussi un oursibou. Le dragon et l'oursibou, il y a peu de chances qu'on les croise. Les gobelins, il y a beaucoup de chances qu'on les croise sur la route, donc ça va être notre option B. Et A et C, c'est le dragon et je sais pas quoi. Et en fait, tout l'intérêt pour vous, ça va être de dire bon, bah vas-y, je jette un dé pour voir s'il se passe quelque chose. Vos joueurs, ils vont être en mode oh non, please, peut-être qu'il ne se passe rien, que le voyage se passe bien. Ça va vraiment créer ce truc-là. Une autre approche que je trouve intéressante et que moi j'ai beaucoup utilisée dans la Shadow March pour créer une sorte de forme d'aléatoire dans les rencontres, mais un sentiment de progression sur un mystère, sur les enjeux régionaux et la découverte petit à petit d'indices, c'est que j'ai créé une autre forme de table aléatoire un peu biaisée, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'on jette un D6, mais il n'y a que 4 entrées, il n'y a que 4 rencontres. C'est-à-dire que si je fais 1 sur mon D6, c'est la rencontre A. Si je fais B sur si je fais 2 sur mon D6, c'est la rencontre B. Si je fais 3 sur mon D6, c'est la rencontre C. Et si je fais 4 sur mon D6, c'est la rencontre D. Sachant que plus on arrive vers un résultat bas, plus l'intensité et on va dire la pertinence des informations qu'on trouve est importante. Genre, si je fais la rencontre A, je tombe sur des gens qui ont plein d'infos à me donner. Alors que si je tombe sur la rencontre D, on est plus dans le foreshadowing, la rencontre d'un monstre qui nous apprend des choses sur les enjeux, mais qui va pas pouvoir vraiment nous raconter beaucoup de choses. Donc en fait, plus on a un résultat bas au tirage, plus on avance dans notre investigation. En fait, on tombe sur un indice critique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez bien vu, 1, 2, 3, 4, avec notre D6, on peut faire 5 et 6. Donc en fait, si on fait plus que... Si on fait 5 et 6, ici, eh ben on va prendre l'option 4. Et une fois que l'option 4 aura été rencontrée, la prochaine fois qu'on va jeter les dés, bah, ça va faire que sur 3, 4, 5, 6, on va avoir l'option 3. Et en fait, ça fait que petit à petit, on a de plus en plus de chances d'arriver sur les indices et les rencontres les plus critiques. Mais il y a quand même cet aléatoire qui fait qu'on va peut-être tomber nez à nez tout de suite avec le monstre. Vous voyez, genre, je sais pas, on est dans une forêt, on essaie de savoir qui est le monstre à l'origine des disparitions des gens dans la forêt. Bah, la rencontre 1A, là, c'est la rencontre directe avec le monstre. Et ça peut arriver très rapidement. Pourquoi pas? Ça peut créer une narration complètement inédite qui va bouleverser votre manière d'approcher le truc, parce que d'habitude, quand on fait une enquête, on a vraiment ce truc de non, le grand méchant, il apparaîtra qu'au dernier moment. Et en fait, des fois, voilà, on commence à s'y habituer à ça, quoi. On le sait, on sait que les premières rencontres, c'est du foreshadowing et tout. Là, il y a une chance de tomber sur le monstre en maraude, quoi. C'est ça que je trouve sympa. Mais c'est quand même biaisé pour qu'il y ait quand même plus de chances qu'on tombe au moins sur 2 options comme ça, avant de tomber directement sur celle-là, vous voyez. Et aussi, c'est pas toujours avantageux d'ailleurs de tomber directement sur mon train en maraude, parce que le fait d'être tombé sur les trucs d'avance, ça aurait pu nous donner des billes pour la rencontre finale. Donc ça met aussi une dangerosité supplémentaire en fait. Ce truc de je pars à la chasse aux loups-garous, je vais peut-être pas d'abord tomber sur les chasseurs de loups-garous qui ont disparu, puis d'abord sur les traces, puis la petite cabane où il y a un survivant qui s'est caché. Ça tombe, je vais tomber nez à nez avec le loup-garou en fait. Et c'est ça qui, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Donc ça, c'est une manière de faire. C'est par élimination, réduire le nombre de possibilités et augmenter petit à petit les chances de tomber sur un truc clé, on va dire. Ensuite, il y a les dés d'usure. Alors, c'est moins des tables aléatoires, mais c'est quand même une utilisation de l'aléatoire. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais je vais vous faire une nouvelle explication, parce que ça date, et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas. En fait, le principe, c'est que, un peu comme dans Macchiato Monster, vous allez créer une progression dans l'avancée de quelque chose. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur de l'aléatoire, non pas pour générer une rencontre, quelque chose comme ça, mais plutôt pour savoir à quelle vitesse progresse
quelque chose, par exemple la fatigue ou l'attaque imminente des méchants, le plan des méchants, etc., etc. Et en fait, le principe, c'est que vous avez une hiérarchie de dés, c'est-à-dire vous avez le D4, le D6, le D8 et le D10, par exemple. Admettons, vous commencez au D10. Chaque jour, vous allez lancer votre dé d'usure. Donc, il commence au D10. Si je fais 1 et 2, 1 ou 2, mon dé va rétrograder à D8. Le lendemain, je jette mon D8 et je fais 1 ou 2, mon dé va rétrograder au D6. Et pareil, le lendemain, je jette mon D6. Si je fais 1 ou 2, ça va rétrograder au D4. Et enfin, si je jette mon D4 le lendemain et que je fais 1 ou 2, bah on arrive à 0. Ce dé d'usure est épuisé, l'événement se déclenche. Donc ça peut être par exemple la progression de jour par jour de quand est-ce que les brigands vont attaquer. Vous remarquez que si on fonctionne dans ce sens-là, c'est-à-dire du plus gros dé au plus petit, au départ, il y a peu de chances que ça se déclenche. Et puis plus on avance, plus ça s'accélère. Donc ça, c'est plutôt s'il y a, par exemple, une menace lointaine. Vous savez pas trop quand est-ce qu'elle va apparaître dans la campagne. Donc au début de chaque séance, par exemple, vous jetez votre D10. Tant que vous faites des résultats entre 3 et 10, il se passe rien. Dès lors que vous faites 1 ou 2, la menace se fait voir. Et l'étape suivante, c'est elle va mener une première action, puis une deuxième action, puis elle va préparer son attaque finale, et ensuite on arrive à l'attaque finale. Donc petit à petit, ça s'accélère. Il y a de plus en plus de chances que vous rétrogradiez, parce qu'il y a de moins en moins de variabilité sur votre jet de dés, de plus en plus de chances de faire 1 ou 2. Donc ça, c'est du plus grand au plus petit. Ce serait cette option-là, en fait, ici. Ça, c'est du plus grand au plus petit. Mais vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens. Ici, on le fait du plus petit au plus grand, c'est-à-dire que vous voulez qu'il y ait un truc qui se passe très tôt dans la campagne. Par exemple, dès la session 1, ça se passe. Vous jetez même pas de dés, genre, il y a une attaque de bandits. Et ensuite, l'étape suivante, c'est les bandits vont attaquer un deuxième village. Donc là, on sent tout de suite l'urgence, parce que ça va arriver beaucoup plus vite. En fait, vous inversez. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que vous progressez de dé en dé sur 1 ou 2, vous le faites, par exemple, sur le résultat maximal du dé. Donc là, à partir de là, tous les jours, je jette un D4. Si je fais 4, il y a cette action qui se déclenche. Une fois que cette action s'est déclenchée, qu'on a résolu ce truc-là, maintenant c'est un D6. Le jour où je fais un D6, boum, il y a une action qui se déclenche. Ensuite, c'est un D8, et ensuite, c'est un D12. Donc là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous partez du principe que la faction, le danger, va rapidement mener à bien des petites actions, et qu'ensuite, très lentement, très progressivement, son grand plan machiavélique final va mettre de plus en plus de temps à avancer. Donc c'est une sorte d'urgence inversée. Ça peut être une solution. Par exemple, vous voulez montrer qu'il y a des dragons très tôt dans votre campagne, comme dans Skyrim, et en fait, l'apocalypse dragon, vous n'avez pas envie que ça arrive le surlendemain. Donc vous avez envie que les dragons ils fassent des attaques majeures qui viennent bouleverser votre setting, mais que l'ultime assaut, là, il y ait peu de chances que ça arrive. Donc en fait, vous allez fonctionner dans ce sens-là. Là, on a vu, du coup, plusieurs idées du quoi mettre dans nos tables aléatoires. On a vu différentes manières de pondérer, de construire notre aléatoire, de le paramétrer pour voir si on veut influer sur les chances ou si au contraire on veut un truc très chaotique et tout. Donc en fait, la question globalement maintenant, c'est pourquoi vous voulez utiliser ces tables. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des tables aléatoires juste pour trouver des idées, c'est-à-dire en amont de la partie. C'est ce que j'ai beaucoup fait depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai des bouquins avec des tables aléatoires et il y a plein d'idées pour créer des trucs, mais en fait, je ne me sers pas d'aléatoire pendant la partie. Donc dans ce cas-là, honnêtement, vous pouvez vous jeter sur des tables énormes, c'est-à-dire des tables avec 1000 entrées, vous en foutez. Parce qu'en fait, vous allez plutôt scroll d'une certaine manière à travers toutes les possibilités pour voir un truc qui vous intéresse. Vous dites, ah, ça c'est stylé, ce monstre-là, je l'ai jamais utilisé. Ah, cette situation-là, je l'ai jamais utilisée. En fait, vous piquez des trucs et vous construisez. Donc là, des big tables, ça convient très bien. Vous allez être moins inspiré forcément pour créer un scénario si vous avez juste comme ressource un des 4 monstres. Hein, ça va pas vous faire avancer de ouf. Donc plutôt de la grosse table, genre du descent, etc. Des bouquins remplis d'idées. Ensuite, si vous voulez plutôt utiliser des tables aléatoires pour mettre la pression, là, vous allez pouvoir utiliser, alors c'est pas vraiment des tables aléatoires, les dés d'usure dont on vient de parler juste avant, ou vous allez pouvoir utiliser plutôt simplement des tables qui servent à configurer la rencontre. En fait, vous arbitrez, vous décidez, vous dirigez la partie en tant que MJ, vous décidez qu'il va y avoir une rencontre avec des monstres. Donc c'est pas une table aléatoire pour savoir s'il va y avoir des monstres, c'est une table aléatoire pour déterminer le contexte dans lequel on va rencontrer ce monstre. Et c'est pas forcément mettre la pression. En fait, c'est plutôt, j'ai envie de dire ici, si vous avez envie de créer des tables aléatoires pour amener de la variabilité dans le contexte, mais garder le contrôle sur la nature des choses. Donc ça, c'est une table aléatoire plus pour diriger la partie, mais vous laissez un peu de surprise, et à vos PJ aussi, leur donner des opportunités, plus de variété dans leur rencontre. Ensuite, vous pouvez avoir des tables aléatoires plus pour véhiculer des thèmes. Donc ça, je dirais que c'est pour véhiculer les thèmes ou la progression dans la découverte du monde
et créer ce côté on récupère des indices et tout, je vous conseille vraiment de tester le truc que je vous ai proposé et dont je me suis beaucoup servi dans la Shadow March en particulier, là pour toute la zone de Frena si vous regardez la Shadow March, avec le D6, mais où en fait, petit à petit, par élimination, on a de moins en moins d'options sur la table aléatoire, on s'approche de plus en plus d'une confrontation vraiment importante. Dans ce cas-là, ce que ça va faire, c'est que vous allez graduer, vous allez donner une sorte de sens de lecture à votre table aléatoire. Si vous voulez plutôt créer une table aléatoire dont la visée, c'est de simuler le fait qu'on puisse rencontrer des choses dans une certaine région, mais quand même équilibrer d'une certaine manière le danger, je vous conseille plutôt d'aller sur ce qu'on expliquait avec les 2d6, avec notre courbe comme ça de résultats, où au milieu, vous allez mettre des trucs tranquilles, on va dire, et sur les côtés, des trucs plus rares. D'ailleurs, vous pouvez dire que par exemple, sur des résultats bas, c'est des trucs très dangereux, alors que sur des résultats élevés, c'est au contraire du trésor, de la rencontre, de l'obtention d'artefacts, on rencontre les elfes, je sais pas quoi, il se passe un truc de fou. Enfin, vous pouvez aussi vouloir mettre des tables aléatoires pour, on va dire, faire vraiment de la grosse émergence, ou apporter un style un peu gonzo ou très chaotique, et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser les tables à des 100 possibilités, là où vous savez absolument pas en tant que MJ ce qui va se passer. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser finalement en fait n'importe quelle table aléatoire, et plus il va y avoir de variabilité, genre sur un D100 ou un D1000, et plus ça va être dingo. On peut penser par exemple à Dungeon Crawl classique, un jeu dans lequel quand vous lancez des sorts, vous savez pas vraiment ce qui va se passer parce qu'il y a une table aléatoire pour chaque sort, et genre chaque sort il peut avoir plein d'effets différents. Donc voilà, il y a la manière dont vous pondérez et les sujets que vous décidez de mettre dans l'aléatoire vont avoir des impacts très différents et vous permettent honnêtement d'explorer plein de trucs bien loin de la simple rencontre avec un monstre. Et c'est très sympa. Alors maintenant, quelques petits trucs en plus. Il y a le côté complexité des tables aléatoires. Vous voyez, si je veux accumuler plein de petites tables aléatoires, comme on disait, genre activité, réaction, distance, objectif, nombre, type, si en fait j'ai envie de mettre beaucoup de variabilité et d'avoir quand même une rencontre assez complexe, parce que si je tire juste sur une table aléatoire de monstres, vous voyez, j'ai juste gobelins. Si je veux avoir les gobelins dans tout un contexte, avoir beaucoup de profondeur dans ma rencontre aléatoire, il va me falloir plusieurs trucs. Et là, ça peut vous forcer à acheter pas mal de jets de dés et ralentir la partie potentiellement. Alors un truc qui peut être assez intéressant, c'est déjà d'éliminer certaines de ces options, hein, si vous le voulez, de choisir vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre à l'aléatoire. Mais vous pouvez aussi, par exemple, dire que votre table aléatoire de distance, elle se fait avec un D4, votre table de réaction, elle se fait avec un D6, votre table d'activité, elle se fait avec un D8, votre table d'objectif, elle se fait avec un D10, le nombre, c'est, je sais pas, un D12, et le type, c'est un D20, vous voyez. En fait, vous pouvez faire des one roll generation. C'est un peu ce qu'on retrouve dans certains jeux de synonyme publishing, par exemple comme Stars Without Number, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur une seule page, vous avez votre tableau de réactivité, votre tableau de distance et tout, et à chacun de ces critères correspond un dé, et donc vous avez juste à jeter un dé de chacun des types de dés classiques de jeux de rôle. Vous les mettez, vous les séparez de votre gros tas de dés habituel, et vous savez qu'en fait, à chaque fois que vous voulez faire une rencontre aléatoire, vous prenez cette poignée de dés, vous la lancez, et ça vous donne tous les paramètres en un seul jet de dés. Alors bien sûr, il y a encore le temps de lecture derrière qui peut amener un petit peu de friction qui peut casser un peu la fluidité de la partie, mais honnêtement, c'est pas si grave. Parfois, prendre quelques secondes pour se poser et réfléchir, tant que ça dure pas 2-3 minutes, ce qui peut faire un peu long, parfois ça vaut plus le coup que de juste tirer des gobelins et essayer d'inventer un truc à l'arrache avec des gobelins. Là, au moins, vous avez la surprise plus la complexité, donc ça peut être une solution. Après, vous pouvez aussi utiliser, je sais pas, des tableurs, des logiciels qui vous tirent les trucs très vite. Vous enregistrez surtout si vous jouez à distance, vous enregistrez des tables aléatoires dans des tableurs et tout. Moi, je fais pas ça parce que moi, j'aime jeter les dés, j'aime le côté ludique. J'aime bien, même quand je joue à distance, avoir la sensation, autant que faire se peut, que le jeu n'est pas automatisé. Mais vous pouvez décider de l'automatiser si c'est quelque chose qui vous plaît. Enfin, vraiment, il y a ce truc de si vous décidez à créer vos tables aléatoires, qu'est-ce que vous allez faire? En général, quand on crée nos tables aléatoires, c'est qu'on veut de la précision. Et dans la précision, justement, ça va être tous ces facteurs dont on a parlé. Et notre objectif, ça va être d'obtenir une situation un peu préfaite, en fait, paramétrée, le nombre, la distance, tout ça. Et en fait, parfois, quand on veut autant de précision, on peut se dire, et je vous dirais que c'est pas forcément vrai, on peut se dire, autant le préparer en amont. Mais il y a une autre approche qui est celle de plus de l'improvisation et de l'émergence, et dans ce cas-là, je vous conseille aussi des tables aléatoires un peu plus d'évocation,
c'est ce dont on parlait, qu'on n'a pas trop couvert, mais ça va être des mots. Par exemple, des tables aléatoires juste avec un nom d'objet. Des tables aléatoires avec, je sais pas, des émotions. Colère, épuisement, joie, je sais pas quoi. Des trucs, en fait, qui vont être des tout petits mots qui vont pouvoir amener de la substance. Qui vont plus être comme des... Ouais, littéralement, amener un peu de poésie à tout ça. Parce que le nombre de monstres, le type de monstre, la distance et tout, on va dire, c'est des trucs assez matériels qui permettent de vraiment poser le contexte. Mais si vous voulez amener une petite variabilité supplémentaire, vous seriez surpris de la vitesse à laquelle le cerveau peut faire des connexions entre les mots, et surtout quand on le fait souvent, parce qu'en fait, ça nous entraîne. Et puis ça peut aussi inspirer vos PJ. Quand vous tirez une rencontre aléatoire avec des gobelins et que vous dites « je dois amener là-dedans mutilation et douleur », décidément, c'est horrible. Bah tout de suite, ça me fait penser à un truc auquel j'aurais sûrement jamais pensé. Je peux penser à un gobelin qui a été laissé sur le bord de la route, genre on lui a... Bon, c'est hardcore, hein. Vous m'excuserez, mais genre, il est crucifié, vous voyez. Il est crucifié, et les PJ, ils découvrent un gobelin crucifié, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, et peut-être qu'ils vont apprendre quelque chose sur les coutumes des gobelins, peut-être il a commis un crime ou je sais pas quoi. Ou alors que là, je tire gobelin, et ensuite je prends avalanche, je sais pas, là j'avoue, je réfléchis un peu plus. Par exemple, ça pourrait être juste d'abord le sol qui se met à trembler, on sait pas trop ce qui se passe, et d'un seul coup, un peu comme dans le dessin animé Mulan, vous voyez, on voit la horde des gobelins qui chevauchent leur warg et qui commencent à dévaler une pente. Ils sont des centaines, des milliers, donc c'est pas véritablement une avalanche, mais on a une armée de gobelins qui est en train de charger. Et peut-être que si on se retourne, on voit qu'il y a une autre armée de gobelins derrière nous, on les avait pas entendus arriver, et boum, on se retrouve au milieu d'une bataille. Je tire gobelin absence météore. Peut-être que je trouve un gobelin qui s'est absenté de son clan parce qu'il a vu une étoile filante tomber au loin, et il est parti la chercher. Vous voyez, juste avec des petits mots, des fois ça peut vous apporter quelque chose. Et vous n'êtes même pas obligé de combiner deux petits mots, vous pouvez vraiment, votre rencontre classique de gobelins et tout, et juste ajouter un tout petit détail avec un mot, genre ferveur. Il y a un des gobelins, il porte sur lui les symboles de la foi du prêtre de votre groupe de PJ. Et peut-être que du coup, ça va créer une situation complètement différente où les PJ, au lieu de juste massacrer les gobelins, ils vont se dire « celui-là, il faut qu'on le garde en vie, je veux comprendre pourquoi il porte les symboles de ma foi ». Il y a vraiment tout un univers à explorer avec juste des mots évocateurs et en laissant le cerveau faire le travail et se muscler. En plus, plus vous allez le faire, plus ça va être intéressant et vous pouvez l'intégrer à la culture de jeu de votre table. Et surtout, vous pouvez revenir en arrière, choisir comment vous vous en servez, sur quel sujet, comment vous faites votre répartition mathématique. Avec tous ces outils, je pense que ça va peut-être vous donner des idées. En tout cas, c'est ce que j'espère. On va s'arrêter là. On pourrait sûrement un jour, je dis souvent ça et je le fais jamais, faire un truc un peu plus sur des ressources. Genre, je vous fais un sandwich de jeux de rôle. C'est-à-dire que j'empile des livres de jeux de rôle ensemble et on dit, si on pouvait les mettre tous ensemble, ça nous ferait un très beau livre de table aléatoire, un beau sandwich. On pourrait faire un sandwich, un sandwich de livres... Mais voilà quoi, je pense que, en tout cas j'espère que ça vous aura donné envie d'intégrer un petit peu de chaos, même si ça doit être à la préparation, hein. Si vous vraiment, ça vous fait peur de devoir improviser, de ne pas avoir tout préparé et tout, que vous voulez pas mettre d'aléatoire dans la partie, vous pouvez puiser dans la puissance de l'aléatoire pour votre préparation. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'en combinant votre préparation, l'aléatoire et votre improvisation, vous allez sûrement pouvoir aller explorer de nouvelles choses et apporter de la variété. Si je prends la Shadow March, il y a de l'aléatoire sur plein de petits aspects, mais je connais très très bien mon bac à sable et ça a nécessité énormément de préparation. Et c'est très cool. Ça crée un style. Mais je pourrais aussi aller sur du jeu moins préparé. Par exemple, je prépare plus des thèmes. J'ai des listes de trucs que j'ai en tête et que je suis prêt à balancer et moins les spatialiser. Ça pourrait être une autre manière de jouer. Et dans ce cas-là, utiliser plus de tables aléatoires. Par exemple, un donjon. Je vais vous prendre un donjon. Si je veux un design de donjon vraiment avec une logique, des boucles, des pièges et tout, ça va me demander du temps de préparation, ça va créer un certain type de gameplay. Mais je pourrais aussi avoir une forme de donjon émergent où, en fait, moi je sais les monstres qu'il y a dans le donjon, quelques pièces clés qu'il y a dans le donjon, un ou deux secrets qui peuvent être trouvés dans le donjon, et en fait n'avoir aucune idée ensuite de la véritable disposition de ces choses et de l'architecture du donjon, et simplement avancer avec les questions de mes joueurs et des jets aléatoires. Le joueur me dit, est-ce que je sens quelque chose, une odeur, peut-être une cuisine. Je jette un dé, je fais, oui, tu sens une odeur et il y a l'air d'avoir une cuisine par là. Et à cela, moi, j'ajoute une de mes tables aléatoires où je dis, est-ce qu'il y a un des monstres que j'ai dans ma liste qui se trouve dans cette cuisine? Et vous pouvez tout à fait avancer dans un donjon aussi comme ça, de manière aléatoire. Ça ne va pas du tout créer le même sentiment de jeu. La conversation va se dérouler différemment. Ce sera peut-être inconfortable au départ, mais c'est des trucs à tester. Et plus vous allez tester ces trucs-là,
plus vous allez pouvoir vous en servir en fait comme d'un outil supplémentaire en fait, plutôt que d'un style de jeu contraignant, une épreuve à passer, vous voyez. Ça peut être un challenge de jouer comme ça, de jouer différemment. Mais une fois que vous commencerez à être à l'aise, ça vous rajoutera vraiment une corde à votre arc qui pourra amener du renouvellement même au sein d'une même campagne, j'ai envie de dire. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous le souhaitez, je crois qu'il y a une table ronde sur les tables aléatoires sur la chaîne, il y a d'autres trucs sur les tables aléatoires sur la chaîne, donc vous pouvez chercher avec l'outil recherche de YouTube, taper table aléatoire, si vous voulez pousser le sujet plus loin, et puis on peut aussi en discuter sur le Discord, tout ça. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt sur le Bon MJ, et je vous souhaite une excellente journée. Je ne suis pas un robot, moi je jette mes dés à la main. Je ne suis pas un algo, même si juste 2 dés à gogo. Je ne suis pas un algo, ni un robot. Oh, je ne suis pas un algo, je ne suis pas un algo, un algo, un algo. Je ne suis pas un algo.